Donc moi je suis donc Bernard Blin, je suis dans la Nièvre, donc la Nièvre et plus particulièrement le Morvan. Donc le Morvan, c'est quand on regarde le Massif central, c'est la pointe qui est juste au-dessus. C'est un petit peu l'index du Massif central. Donc avec des terrains qui sont granitiques. Donc on a de l'arène granitique, le sol est très peu profond, hein, on a pu le voir à la fosse qu'on a fait au printemps, là, au mois d'avril. Donc l'exploitation, elle est de 110 hectares. Donc la production, c'est de la vache allaitante charolaise. Il y a très peu de cultures parce que c'est des terrains difficiles à labourer compte tenu des roches, des pierres et de la configuration du terrain. Je suis sur la bordure de bois et énormément de roches granitiques. Sur les photos, on ne les voit pas là, mais elles sont bien présentes. Donc beaucoup de pierres à ramasser quand on fait de la culture, enfin, et puis un potentiel qui est assez faible. Bon, c'est pas le Causse, mais c'est pas la vallée non plus. Hein. C'est des terrains limités en production. Donc, alors, moi, j'ai pas je vais dire, j'ai pas le même problème que les autres personnes qui utilisent le bactériosol, parce que j'ai toujours fait partie des groupes champs d'aviculture au niveau suivi technique depuis très longtemps. Mon père en faisait déjà partie. De l'INRA, donc l'INRA de Tay, service économique qui s'occupe des statistiques au niveau du bassin allaitant, vient depuis 1972 à la maison et donc prend tous les chiffres techniques et économiques et à partir de ça ils utilisent ces chiffres-là. Il faut savoir que l'INRA de Tay, c'était M. Liénard qui était le directeur à l'époque jusqu'à ces dernières années. C'est quelqu'un qui était en relation avec le ministère de l'Agriculture et tout ce qui ressortait de ces études servait énormément au niveau ministère pour négocier de la PAC au niveau de l'Europe. Donc c'est-à-dire que tout ce qui ressort de nos résultats sont quand même utilisés à des fins économiques à l'arrivée. Donc c'est pour ça, moi, déjà intégré dans tous ces groupes-là, j'ai pas eu le même problème que mes amis des autres régions pour bien passer vis-à-vis de mes collègues. Donc ils regardent, ça ne veut pas dire qu'ils franchissent le pas, hein, par contre. Hein. Je vais pas... Alors ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'avais presque abandonné un petit peu les luzernes et je reviens. Pour l'autonomie, moi, comme j'ai des problèmes au niveau céréales, culture, je reviens à refaire des luzernes et je vais même tenter quelque chose qui est totalement déconseillé, c'est de refaire du sursemis de luzerne quand elles vont commencer à se dégrader. Et je suis persuadé que ça marchera. Parce que je vois à mon implantation de luzerne aujourd'hui, bah, ça réussit à tous les coups. Quoi. Donc, et ça, c'est grâce au procédé qui fait qu'on ne rate plus les implantations. Donc mon autonomie, moi, elle est surtout axée sur l'herbe. Et la luzerne, l'avantage de la luzerne pour un ruminant, c'est le meilleur aliment de tout. Au niveau fourrage, pour la rumination, c'est le meilleur aliment en tête de repas. Alors voilà, donc moi je suis venu, donc je l'ai dit, au bactériolite en 2006, mais j'étais quelque part déjà dans la démarche. Puisque, bon, si on est dans le Morvan, avec toutes nos sources, toutes les sources qui alimentent le bassin de la Loire, la Bretagne, et on savait déjà tout ce qui se tramait sur la Bretagne, les normes, et même si dans notre secteur il n'y a pas de pollution, on nous accuse parce qu'on est en tête de bassin. Donc nous, il faudra qu'on mette 0 bientôt. C'est déjà dans les textes, hein. C'est pas sorti, mais il y a des écrits déjà. Donc à l'avenir, on sera certainement 0 phyto, 0 engrais chimique. Donc moi j'ai dit, il
faut qu'on se prépare, il faut qu'on avance là-dessus. Et pour avancer, bah, il faut être les premiers à partir pour être prêt le jour où on nous mettra en interdiction. Et donc j'avais commencé en 2000 à composter tous mes fumiers. Et j'avais à cette époque-là aussi des problèmes de résistance aux produits phytosanitaires sur les animaux, aux produits de traitement. Et j'étais passé en phytothérapie. Donc déjà, j'avais déjà une démarche abandonner la chimie au niveau des animaux parce que ben, on arrivait au bout. Arrive un moment où ça ne marche plus. Et en phytothérapie sur le traitement des animaux, j'ai réussi. Il y a une mouche. J'ai réussi à pallier à ces problèmes-là et mes animaux arrivent à être plus résistants et à se défendre un peu plus par eux-mêmes. Ensuite, j'ai dit, bon, ben, c'est pas tout, il faut que j'aille un petit peu plus loin, des frais vétérinaires, on verra plus loin, qui était important, où on est en Charolais, donc il y a aussi les césariennes, où là, on a un peu de frais. Et dans la même démarche, je suis passé aussi à l'homéopathie. Homéopathie, aromathérapie, et tous les ans, j'ai 4 journées de formation homéopathie avec un vétérinaire très pointu, puisqu'il enseigne en Belgique à l'université d'homéopathie. Donc, et c'est vrai que quelque part, quand je suis passé bactériologue, bactériosol, moi j'ai fait ça dans ma démarche. C'est quelque chose qui était déjà... J'ai pas peiné à comprendre le procédé et à le mettre en place chez moi parce que j'étais déjà dans cette démarche-là. Ça répondait à ce que je cherchais. C'est peut-être aussi pour ça que vis-à-vis des agriculteurs voisins, ils avaient déjà vu que j'avais pris ce pied-là. Mais par contre, je tiens à dire, je suis conventionnel. Malgré tout ça, je ne suis pas agriculteur biologique. Bon, chimie, j'en emploie peut-être moins que certains bio, mais bon. C'est même certain. Au niveau des animaux, c'est certain. Vu le cahier des charges qu'il y a aujourd'hui en agriculture biologique, je sais qu'ils emploient plus. Ils emploient plus d'antibiotiques que moi chez moi. Parce que l'antibiotique chez moi, c'est le vétérinaire qui le fait à l'animal. Il n'y en a plus, quoi. C'est zéro. Malgré des frais vétos qui sont plus élevés que chez Marcel. Puisqu'il y a la phyto, ça coûte quand même. Voilà. Donc alors, on va peut-être avancer ici. Donc tout à l'heure, je vous parlais que pour moi, l'important, c'était de faire vivre la famille et que c'était les résultats économiques qui prévalaient. Et je reviens un petit peu au même constat que Marcel. Il ne s'agit pas de produire. Il faut produire juste ce qu'il faut et limiter les charges. Donc vous voyez, en produit brut bovin par IGB, je suis exactement comme le groupe INRA. Donc là, c'est la moyenne du groupe Nièvre, hein, pour avoir vraiment quelque chose qui coïncide. Après, on aura des schémas avec 57 exploitations, tout le bassin. Mais là, c'est le groupe Nièvre. Donc au niveau produit brut, je ne suis pas mieux que les autres. C'est un choix. Parce que pour moi, je suis parti du constat qu'aujourd'hui, le prix de vente de nos animaux, volontairement, on veut le limiter. Dès l'instant qu'il y a une petite augmentation, il arrive une maladie bizarre qui vient faire baisser les prix, quoi. On a eu des fièvres afteuses dont on ne sait pas d'où elle vient, on a eu tout un tas de choses qui ont fait pression sur les prix à chaque fois. Et il ne faut pas se leurrer, le niveau du produit, aujourd'hui, on sait qu'il n'augmentera pas parce qu'on a pris la décision que le consommateur ne devait pas payer son alimentation plus cher. Donc la seule source de progrès et de marge que l'on a, c'est de limiter les charges. Donc voilà, au niveau des charges du troupeau, hein, donc c'est au niveau charges opérationnelles à l'UGB, donc on diminue
de 90 €, et c'est en partie les aliments, la différence. Parce qu'on est au niveau aliments, bon, sachant que en élevage allaitant, moi je me bagarre toujours, parce que je fais aussi partie de la CDOA du département, donc je suis intégré malgré tout, hein. Et je vois des dossiers installation aujourd'hui où c'est de la folie. On a des jeunes à 250 € d'aliments concentrés dans les études, avec des chargements d'une, deux UGB à l'hectare. Donc ça veut dire qu'on a une production d'herbe qui est mal maîtrisée, quoi. Et donc là, en aliments concentrés, 85 €. Donc ça, c'était une année assez forte, en plus. Voilà, c'était une année assez forte, puisque c'était l'année 2012 qui venait après notre sécheresse 2011, où on n'avait pas récolté de foin. Et on verra un autre impact de l'année de sécheresse et d'alimentation qui en a suivi après. Mais donc c'est une année avec un fort taux de concentré. En temps normal, je suis plus à 60-65 € par jour. Donc au niveau production de viande par UGB, donc vous voyez, on revient à la même chose. Au niveau produit, l'exploitation ne se démarque pas de la moyenne, hein, c'est similaire. Par contre, étant donné qu'il y a une meilleure valorisation de l'herbe, quand on parle de production autonome, c'est-à-dire production avec la valeur des concentrés ôtés, on enlève les concentrés au prix de la viande vendue, mais là, la production, on passe quand même, l'écart est beaucoup plus important, puisqu'on est de 290 au lieu de 240 pour la moyenne, quoi. Avec une production autonome, une production vive qui est équivalente. Donc c'est bien l'économie de charge de concentré qui fait la plus-value à ce niveau-là. Alors au niveau du prix de vente, on est à peu près similaire dans le groupe, hein. Je ne vends pas plus cher que les voisins. Il n'y a pas un marché particulier pour moi. Alors évidemment, bon, quand on parle d'excédent brut, si on a une marge supérieure, l'excédent brut d'exploitation est forcément meilleur, et c'est pour ça que là, on a quand même 200 € d'écart avec le groupe. Et donc là ce schéma-là, on l'a mis un petit peu pour montrer une tendance, parce que bizarrement, l'année 2013, en élevage bovin allaitant, on a eu des prix de vente qui ont bien progressé. On avait des prix de vente corrects. Et bizarrement, quand on regarde la marge brute bovine, elle a baissé en moyenne. Et alors que chez moi, elle a continué à monter un petit peu. Et la seule explication, c'est le niveau des charges. Où, si on les maîtrise, eh ben, on arrive à s'en sortir, on va dire. Et si on ne maîtrise pas les charges, eh ben, j'en reviens au même truc. C'est pas le produit qui va nous sauver, hein, c'est la maîtrise des charges. Donc ça, c'est un petit peu le schéma résumé de tous les chiffres qu'on a observés avant, quoi. Donc voilà. Donc quelque part, sachant que je reviens toujours à ce que j'ai dit au début, au niveau du produit, je produis pas plus que les autres, hein, je suis dans la moyenne. Donc l'écart, c'est uniquement les charges. Donc c'est vrai qu'on travaille dans le même sens, on travaille sur les charges. Et la différence, elle se fait à l'arrivée, quoi. Je sais pas, ça devait être 2007-2008, quelque chose comme ça. Et donc je venais de reprendre un pré, mais alors un pré de fond où c'était que du jonc, hein. Je mettais les vaches, il fallait se dépêcher de fermer la barrière pour qu'elles ne reviennent pas derrière nous. Et donc j'en avais discuté avec Patrick Fabre, il m'avait dit vas-y, mets 500 kilos, quitte à ne pas y revenir pendant 3 ans. Et donc j'ai écouté, hein, j'ai broyé mes joncs, j'ai mis le bactériosol dessus. Dans mon pré, il y a toujours un peu de jonc. Je mets mes vaches, elles ne crient pas à famine. Ils poussent du lotier des marais en pagaille. Lotier des marais en pagaille, et puis de la graminée au travers. Et bon, c'est un prix qui valait rien, et aujourd'hui mes vaches
bah, elles maigrissent pas quand je les mets dedans. Je ne veux pas dire que c'est une super pâture, parce que c'est quand même, c'est mauvais d'origine, mais je veux dire, elles maigrissaient, mes génisses de 30 mois maigrissaient quand je les mettais dedans, et là, bon, bah, elles y restent, quoi. Et au niveau production, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, pour diminuer mes charges il y a quelques années, j'avais extensifié mon exploitation un peu plus. J'étais descendu à une UGB, une 0,5. Et pour plus utiliser tellement d'engrais, j'en mettais encore un peu sur les parcelles de fauche. Et j'ai fait le calcul, je suis remonté au chargement que j'avais quand j'étais tout chimique engrais. Alors, il y a des choses que j'arrive pas à calculer. Je vais vous expliquer. Il y a des choses qu'on calcule facilement. Quand j'ai repris la calculette et que j'ai recalculé les doses de NPK que je mettais, au jour d'aujourd'hui, avec le chargement que j'ai, il fallait revenir à ce que je faisais avant, en NPK, et on doublait le prix par rapport au bactériolite, bactériosol. Alors par contre, il y a des choses que l'on ne calcule pas. La pérennité des prairies. Parce qu'au niveau pérennité, on était à 4 ans, il fallait les retourner. Comme je vous expliquais tout à l'heure, retourner chez moi, c'est difficile. On est dans de la roche, on est dans de la pierre. Enfin bon, c'est compliqué. Réimplanter des prairies, c'était pas toujours gagné. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sont difficiles à chiffrer. Hein. Donc voilà, c'est... Et puis bon, moi ce que j'ai constaté quand même au niveau des animaux, de l'acidose, moi je ne sais pas ce que c'est, une bête qui ballonne. Il y a longtemps que je ne vois plus un broutard ballonner, même un broutard. Avant, ça arrivait, on avait des broutards qui ballonnaient par moment. Là maintenant c'est fini.